Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, le Moyen Âge, l'époque féodale, Xe-XIe siècle, suite, chapitre 2, Prélude de réforme. 1. La réforme monastique Cluny. La première réaction vint d'un monastère qui réussit à se dégager de l'étreinte du pouvoir séculier. L'abbaye de Cluny en Bourgogne avait été fondée en 910 par Guillaume d'Aquitaine. Celui-ci édicta le principe sauveur dans l'acte même de fondation. Il m'a paru bon de décider que les moines seront soustraits à toute domination temporelle, qu'elle vienne de nous, de nos parents ou même du roi. Au surplus, en ce pays de Bourgogne, zone neutre entre la France et l'Allemagne, où l'action du roi et celle de l'empereur s'équilibraient, si bien qu'elles s'annulaient, il n'y eut personne pour réclamer. Les moines d'ailleurs prendront toute précaution pour conserver la liberté. Par crainte d'intrusion, 2 fois à la suite, on verra l'abbé nommer son successeur de son vivant. Ainsi fit le bienheureux Aymar pour saint Mailleul et celui-ci pour saint Odilon. L'importance de Cluny s'accrut rapidement. Le duc Guillaume avait confié au premier abbé Bernon la direction de nouveaux monastères, tels que Sauxillanges près d'Issoire en 915, Déols en Berry en 917, Souvigny en Bourbonnais en 921. Sous le deuxième abbé, saint Odon, Cluny prospéra grâce à des donations seigneuriales qui s'étendirent dans tout le comté de Mâcon, dans ceux de Châlons et de Lyon, dans la Bresse et jusqu'en Provence. Dès 931, Jean XI confirmait le droit d'élection de l'abbé et permettait à Odon de propager la réforme en ces temps où presque tous les monastères sont infidèles à leurs règles. Dès lors, l'influence s'étend. En Bourgogne, Romain Moutier, en Aquitaine, Aurillac, Tulle, Sarlat, d'où la réforme gagne Limoges, Solignac, Saint-Jean d'Angély, Saint-Alyre de Clermont, Saint-Chaffre du Monastier, plus loin Fleury, Saint-Pierre-le-Vif à Sens, Saint-Julien de Tours. Saint-Odon se rend même en Italie où Albéric, fils de Marosi, lui confie la direction des monastères de Rome et des environs. Il réforme Subiaco et Saint-Aile de Suppenton près de Népy. Bientôt, le mouvement dont Gorze est le centre pour les diocèses de Metz, Toul, Verdun, Trèves et Liège va entrer en relation avec Cluny. Ainsi rapidement, sous l'abbatiat de Saint-Odon, Cluny a-t-il déjà étendu son action dans presque toute la France et en Italie. Homme de gouvernement, véritable prototype de l'abbé tel que l'a conçu saint Benoît, joignant à une extrême bonté une volonté de faire, Odon voulut, en réaction contre les vices du siècle, et par l'isolement complet d'avec lui, la restauration intégrale d'une vie monastique menée pour elle-même, pour elle seule, sans échappatoire, sans ouverture sur des buts extra-claustraux. L'apostolat, oui, mais celui de l'exemple. Non point aller chercher les gens à l'extérieur, ni les exhorter au dehors, mais les attirer au-dedans grâce aux splendeurs morales et liturgiques de la maison de Dieu. Pauvreté, chasteté, obéissance, travail pratiqué dans le cloître servaient de fond à cette vie vraiment bénédictine. Mais ce qui la rehaussait, c'était l'office divin, l'opus dei, occupation centrale et qui devait tout éclipser. Beauté des cérémonies, parfaite exécution des mélodies, magnificence des vêtements, aspect imposant de l'édifice, tout cela tendait à donner son plein éclat à la louange liturgique. Faire sortir la réforme du sanctuaire et la réaliser par le sanctuaire, tel sera l'idéal clunisien, tout pénétré de foi, et dont l'apologétique sous-jacente consiste à croire qu'une fois Dieu servi comme seul au monde,
tout le reste viendra comme par surcroît. La générosité des âmes monastiques, ardentes alors à réagir contre les vices criants d'une société effrénée et brutale, l'entraînement suscité par des chefs incomparables, la forte organisation hiérarchique qui groupa les maisons et y établit un maximum de confraternité, voilà ce qui rendit réalisable ce programme de sainteté. Une telle influence fut très effective. Par ce temps de morcellement indéfini de la juridiction et de la souveraineté, le système de l'isolement était périlleux pour le clergé des cloîtres. Il le laissait sans défense devant les seigneurs laïcs. L'intérêt vital du monachisme voulait qu'on en fît un corps capable d'agir avec promptitude sous l'impulsion d'une volonté. Or, l'omnipotence de l'abbé était un principe essentiel chez les moines d'Occident. Il suffisait donc, pour organiser la congrégation de Cluny, d'appliquer le pouvoir direct de l'abbé à tous les monastères de l'ordre. Dans les maisons dépendantes, le titre d'abbé est supprimé. Leurs chefs prennent le nom significatif de prieurs, et ils seront nommés directement par l'abbé général. Celui-ci a la main sur les monastères affiliés grâce aux chapitres généraux qui étudient l'état de chaque monastère et désignent 2 visiteurs par province. Lui-même inspecte souvent les maisons. Saint-Mailleul, Saint-Odilon et surtout Saint-Hugues courent ainsi de prieuré en prieuré. Cluny intervint encore par ses statuts qui, rédigés par les moines Bernard et Udalric, portèrent dans toute la congrégation les us de l'abbaye mère. Cluny voulut aussi s'émanciper de la tutelle des évêques qui prétendaient exercer sur les abbayes une suzeraineté effective. Les moines se raidissaient contre de telles ingérences, en même temps qu'ils protestaient par leur vie austère contre la mondanité des prélats. Le droit de visite fut discuté. On s'ingénia à ne subir l'intervention épiscopale que le plus rarement possible. Dans ces conflits, les monastères trouvaient un double appui, celui des papes sous la protection desquels ils s'étaient placés et qui les favorisait comme les éléments vraiment réformateurs dans l'Église. Celui du roi capétien qui croyait lui aussi à la supériorité religieuse du moine. Il y eut d'âpres contestations. Saint Odilon de Cluny dut lutter contre l'évêque de Mâcon en 1025, Foulque de Corbie contre l'évêque d'Amiens en 1049-1051. L'abbé de Reichenau contre l'évêque de Constance. Victorieux, l'élément monastique avait opéré une réforme qui pour le reste de l'Église était encore à venir. Aussi allait-il constituer pour la papauté une aide puissante. De partout, on s'affilia à Cluny. La congrégation comptera jusqu'à 7 provinces françaises. Elle aura des prieurés dans l'Europe entière, en Allemagne, en Pologne, en Italie et surtout en Espagne. D'autre part, se formeront des congrégations qui recueilleront son esprit. Ainsi celle d'Irschau en 1071, un moment très influent en Germanie, celle de la Chaise-Dieu en 1046, de la Cava en Italie en 890, de Sasso-Vigno 1085, de Sauve-Majour 1098, etc. En 982, saint Romuald s'était fixé à Camaldoli, dans le pays d'Arezzo, et y bâtit un monastère de 30 cellules, ayant chacune son mur de clôture. Telle est l'origine de la congrégation des Camaldules, composée d'ermites et de cénobites. À quelques kilomètres de Camaldoli, à Vallombreuse, saint Jean Galbert fondait aussi un ermitage sous la règle de saint Benoît. On y passa ensuite à la vie cénobitique. C'est là que les moines commencèrent à se partager en religieux de cœur et en frères convers. L'Angleterre avait également reçu de la France les principes d'une réforme monastique. Odon, nommé archevêque de Cantorbéry en 942,
voulut, avant d'accepter son siège, revêtir l'habit monastique que lui apporta Abbon de Fleury. Il travailla dès lors à propager la règle bénédictine dans les monastères anglais. Mais le plus grand instigateur de la réforme fut saint Dunstan. Très en vue à la cour, l'envie lui avait valu la disgrâce. Il se retira au monastère de Glastonbury, dont il devint abbé en 940. Il en fit un centre d'éducation religieuse pour le clergé et les grands. Promu archevêque de Canterbury en 959, saint Dunstan fut le conseiller très écouté du jeune roi Edgar et le véritable chef du gouvernement. À son instigation, Edgar ne créa pas moins de 40 abbayes. D'importants conciles furent tenus dans le but d'améliorer le clergé et d'assurer le recrutement d'un épiscopat modèle. Régulièrement élu. Enfin, Dunstan allia plus étroitement l'Église d'Angleterre à Rome, où il alla lui-même chercher le pallium en 988.